Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui est rendue une vidéo régulière sur ma chaîne, c'est-à-dire que je vous présente mes meilleures lectures du dernier trimestre. En fait, c'est la première année que je fais ça et je pense que je vais poursuivre les prochaines années parce que je trouve ça le fun de pouvoir vous parler de romans que j'ai beaucoup aimés, mais qui ne se retrouveront pas nécessairement dans mon top 10 de fin d'année, justement parce que je n'en choisis que 10. Mais il y en a plein là-dedans que j'ai beaucoup aimé et je juge que c'est important d'en parler et d'en reparler parce qu'ils valent la peine. Donc voilà, je suis désolée si c'est peut-être un peu répétitif. Donc je sais que c'est des romans que vous avez vus passer dans mes bilans lecture, mais je me dis que vous avez sûrement pas le temps d'écouter toutes mes vidéos, donc je me dis que ça vous fait un petit récapitulatif des livres à ne pas manquer, selon moi, évidemment, selon mes goûts personnels. Donc, comme j'ai dit, je vous présente aujourd'hui mes 10 lectures préférées, des lectures que j'ai faites entre le mois de juillet et le mois de septembre. Oui, c'est ça, donc le 3e trimestre de l'année. Alors, pardon. Premièrement, un livre, j'ai l'impression que tout le monde l'a lu cette année. En tout cas, moi, je l'ai vraiment vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux. Baignade de Andrea Michaud aux éditions Québec-Amérique. Je suis vraiment contente de son succès parce que, premièrement, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais c'est aussi une autrice que j'adore de manière générale. Donc, je suis bien contente qu'on en parle beaucoup. Et donc, dans Baignade, c'est un roman divisé en 2 parties. La première partie, on est avec un trio. Donc, Max, Laurence, qui sont un couple, ainsi que Charlie, leur petite fille. Alors, les 3 se rendent dans un camping pour passer des vacances de rêve. Et finalement, ce ne seront pas des vacances de rêve parce que, en fait, dès le premier soir, il va arriver 2 incidents, deux espèces de chicanes avec d'autres campeurs de la place. Fait que Max, le papa, il dit « C'est pas vrai qu'on va rester ici, on s'en va. » Le problème, c'est qu'il fait noir, c'est la noirceur totale et en plus, il y a des orages, il y a une pluie torrentielle et ils conduisent un gros VR, fait que c'est pas facile. Et donc, ces belles vacances en famille vont finalement devenir une histoire d'horreur. Je vais vous laisser le découvrir. Et dans la deuxième partie de ce roman, c'est vraiment complètement autre chose. On est dans une espèce de réunion familiale. Et même si on n'a plus ce côté suspense et horreur qu'on avait peut-être dans la première partie, il y a quand même cette espèce d'atmosphère et de climat on sent une espèce de tension un peu malaisante, en fait, je vous dirais. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi la deuxième partie de ce livre, mais j'avoue qu'elle est vraiment différente de la première partie et je sais que ça en a déçu quelques-uns. Mais quand même, je vous invite à le découvrir. Moi, c'est un roman que j'ai adoré. Et en fait, je vous dis, lisez Andrea Michaud. Je trouve que elle a un talent absolument extraordinaire pour construire des atmosphères de tension, des atmosphères angoissantes. Elle a un talent fou, cette autrice québécoise. Ensuite, Poupée volée d'Elena Ferrante. Alors moi, j'ai lu l'édition Folio. Moi, là, ce roman-là, ça nous parle de thématiques, en fait, d'un sujet que j'aime tout particulièrement, la maternité. Vous savez, la maternité qui peut être la plus belle chose au monde, mais qui peut aussi être synonyme de très grosses responsabilités, des responsabilités qui, parfois, pour certaines, sont tellement lourdes et pesante qu'on peut un peu se sentir écrasé par tout ça. C'est un peu le cas de notre personnage principal dans cette histoire qui s'appelle Leda. Leda, elle va partir en vacances sur le bord de la mer et donc elle va devenir un peu, je vous dirais, obsédée par une autre famille qui se retrouve sur cette plage en question.
Et là, ça peut avoir l'air bien étrange, mais la petite fille de cette famille qu'elle observe va perdre sa poupée et en fait, c'est Leda qui a volé cette poupée. Donc, comme vous pouvez voir, on est dans une histoire où notre personnage principal oscille un peu entre raison et folie. Et on va avoir beaucoup de retours en arrière justement pour apprendre, connaître l'histoire de cette femme, Leda, l'histoire comme je vous dis, elle va être mère, elle va avoir des enfants, mais ce sera pas facile pour elle. Bref, je vous invite à le découvrir si c'est des sujets, des thématiques qui vous parlent. C'est sûr que c'est un roman quand même assez lent, donc il faut vraiment que les sujets vous intéressent, sinon peut-être que vous allez trouver ce roman ennuyant, mais pour moi, là, c'était un bonheur total. Ensuite, un autre livre que j'ai beaucoup aimé, Le Club des enfants perdus de Rebecca Liguieri. Ouais, c'est ça, Liguieri. Je suis désolée, c'est peut-être pas la bonne prononciation. Alors, dans ce roman, aussi, on est un peu divisé en deux parties. Donc, première partie, on est avec ce papa, le père de Miranda. Un papa, en fait, rempli d'amour pour sa fille. Un bon papa, mais il comprend pas sa fille. En fait, elle est complètement l'opposé de lui. Lui, c'est un homme très extravagant. D'ailleurs, on va un peu apprendre l'histoire de son couple, son histoire à lui, ensuite la venue de Miranda dans leur vie. Et donc, c'est ça, il comprend pas sa fille, il la trouve effacée, il la trouve un peu plate, il a envie parfois de la secouer un peu. Et j'ai trouvé, en fait, c'était la découverte pour moi d'une plume sublime. J'ai trouvé qu'elle parlait justement de la parentalité avec énormément de justesse, cette autrice. Alors, la parentalité, vous savez, nos enfants, on ne sait pas d'avance quelle personnalité ils vont avoir et c'est pas toujours facile de les comprendre. Hein. Des fois, ils ne nous ressemblent pas du tout, ni dans leur réaction, ni dans leur personnalité. Donc, j'ai vraiment trouvé qu'elle en parlait avec beaucoup de talent. Et la deuxième partie de ce roman, ben là, on va être vraiment avec Miranda. Et je vous dirais que c'est une partie quand même très sombre, qui peut être un peu lourde à lire parce qu'on va comprendre que Miranda souffre d'un mal-être profond. Et donc, et ici aussi, je trouvais, encore une fois, je me répète, mais je trouvais que l'autrice en parlait avec beaucoup de justesse. J'ai franchement adoré ce roman. Au numéro 4, Au Pelay, je vous parle d'un roman. Ce roman-là, il m'a fait enrager, il m'a frustré, il est venu me secouer par en dedans, mais c'était aussi tellement captivant. Boucher de Joyce Carol Oates. Alors, si c'est aussi choquant ce roman, je pense que c'est entre autres parce que l'autrice se base sur des faits historiques, des faits vécus. Alors, dans ce roman, on lit l'histoire de Silas Weir, qui est un médecin. En fait, c'est un médecin qui va commettre un jour, au début de sa carrière, là, une faute professionnelle qui fait en sorte qu'il va être un peu obligé, forcé d'accepter un poste qui ne l'intéresse pas au départ, c'est-à-dire un poste dans un asile pour femmes. Mais rapidement, il va se rendre compte que tabarouette, finalement, ça peut être une belle occasion de dorer sa carrière et donc d'effectuer des expérimentations sur les femmes de cet asile parce qu'il se rend compte que les femmes qui sont là-bas, on s'en fout pas mal. Hein? Tu sais, souvent, les maris envoyaient leurs femmes là-bas, puis bon débarras. Donc voilà, c'est des patientes parfaites pour faire des expérimentations. Et il se spécialise en fait dans la gynécologie. Et on est à cette époque, on est au 19e siècle. Donc l'anatomie féminine, on n'en connaît pas grand-chose. En fait, ça n'intéresse pas vraiment les médecins. Je vous dirais même que ça les dégoûte un peu, tout ce qui a rapport à l'anatomie féminine, les menstruations, tous les bobos qui peuvent survenir suite à un accouchement. Ça les écœure plus que d'autres choses. Donc, Silas Weir, justement, va commencer à faire ses expérimentations et il va faire des découvertes, il va faire certaines avancées dans le domaine de la médecine, mais il va surtout faire subir des
des horreurs, en fait, assez patientes. C'est absolument terrible. On voit à quel point il y avait une ignorance totale du corps humain de la femme. C'est épouvantable à lire, mais en même temps, ça a un poids historique, une portée féministe absolument incroyable, ce roman. Donc, puis ce qui est extraordinaire, et c'est tout le talent de Joyce Carol Oates, c'est que notre personnage, ce docteur, oui, on l'haït, oui, il nous écœure, mais en même temps, elle ne nous met pas juste un méchant pour nous mettre un méchant dans l'histoire. Non, elle va nous raconter son histoire, puis tu sais, même si on n'excuse absolument pas ce qu'il fait, on comprend quand même tout ce qui s'est produit, puis comment ça a pu se produire, justement, ce genre d'histoire. C'était vraiment très fort comme lecture, un roman qu'on n'oublie pas. Ensuite, j'allais dire au numéro 5, mais là, en fait, il n'y a pas de rang, c'est pas de ma moins bonne à ma meilleure, c'est plutôt dans l'ordre où je les ai lus. Donc, voilà, je voulais le préciser. Un autre roman que j'ai tellement aimé, Ocean State de Stuart Onan. Alors, dans ce roman, qui va nous être raconté de plusieurs voix. On va être entre autres avec Marie, une jeune fille de 13 ans seulement. Et au début du roman, là, inquiétez-vous pas, là, je vous spoil rien, on le sait dès le départ. Sa grande sœur, je me souviens plus à quel âge, là, je vous dirais peut-être 17 ans à peu près. Sa grande sœur va commettre un meurtre, elle va tuer en fait une autre fille qui va à son école. Et donc, on va, avec cette histoire, comprendre tout ce qui s'est produit justement avant d'en arriver à ce meurtre en question. Et on va en apprendre sur chacun des personnages. Donc, on a Marie, la jeune sœur de la coupable, mais on va être aussi parfois avec la victime, celle qui va justement mourir. Des fois aussi, on est avec la mère de la coupable. Si je me souviens bien, on est aussi parfois avec la mère de la victime. Bref, on a le regard de plein de membres de ces deux familles. Et oui, justement, on va en apprendre sur ce qui s'est passé, mais on va avoir aussi toutes les répercussions que ce meurtre en question va avoir sur chacun des personnages. Alors, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai envie de vous dire, parce que je sais qu'il y a certains lecteurs qui l'ont trouvé ennuyant. N'abordez pas ce roman comme un thriller, comme quelque chose qui va être un page-turner. Oui, on a un côté intriguant à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à ce meurtre, mais on est vraiment plus dans un roman noir, un roman psychologique sur justement tous les personnages qui ont gravité autour de ce meurtre. Donc, si vous l'abordez de cette manière, je pense que ça va éviter des déceptions. En tout cas, moi, j'ai été passionnée par l'histoire de tous les personnages du début à la fin. Ensuite, un autre roman assez... en fait, ça a été un trimestre, je vous dirais, de lecture très noire et très sombre. Je ne sais pas s'il va y avoir des lectures plus lumineuses dans mon dernier trimestre de l'année, mais en tout cas, pour celui-ci, là, oh là là, c'était quelque chose. Donc, N'essuie jamais de larmes sanglantes de Jonas Gardel. Dans ce roman, j'ai envie de vous dire qu'on va nous raconter l'histoire du sida. On est plus particulièrement en Suède et on va nous raconter l'histoire, en fait, de... Combien ils sont déjà? Je pense qu'ils sont à peu près 6 gars. 6 gars qui vont devenir des amis. 6 gars qui sont homosexuels aussi. Et on est au début des années 80, donc au tout début de ce virus qui va faire tellement de morts. Et je vous disais qu'on a l'histoire du sida à travers l'histoire de ces personnages, mais on a aussi l'histoire... j'allais dire l'histoire de l'homosexualité. Je pense pas que ça se dit comme ça, mais en fait, évidemment qu'on c'est ça, comme je vous disais, au début des années 80, avec des hommes qui, malheureusement, ne sont pas... ont de la difficulté, en fait, à vivre librement en tant qu'homosexuels. Hein, c'est loin d'être accepté, donc ils se battent un peu pour leurs droits. Et donc, voilà, on est avec des hommes qui déjà ont de la difficulté à être libres. Et en plus, arrive ce virus qui
au départ s'appelait le cancer gay. Donc, on va se retrouver finalement avec des hommes qui vont mourir dans une honte totale. Ils vont souvent mourir seuls en le disant pas à personne parce que justement, c'est honteux. Bref, c'est vraiment difficile à lire, mais en même temps, je trouvais ça important comme histoire. Faut pas l'oublier, pour pas refaire les mêmes erreurs. Donc voilà, une lecture franchement marquante. Ensuite, celui-là, je vous en ai parlé très récemment. Si vous aimez les romans policiers, je l'ai trouvé absolument génial. La Cité des genres de Arnaldur Indridason. Alors, dans ce roman, on est avec l'enquêteur Erlendur, qui est un enquêteur qui va... en fait, c'est du saga. Oui, on retrouve... voyons, je vais te le dire. On retrouve cet enquêteur dans plusieurs des romans de cet auteur. D'ailleurs, celui-ci, si je me souviens bien, c'est la 3e ou la 4e enquête d'Erlendur. Honnêtement, j'ai pas lu les précédentes. Fait que je vous dirais, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, oui, saga, mais vous pouvez le lire même si vous n'avez pas lu les précédents. Bref, donc dans ce roman, on va enquêter sur un corps qu'on va retrouver, un homme mort dans sa demeure, et on va aussi retrouver dans cette demeure en question des photos pornographiques qui vont comme ouvrir des vieilles affaires. Fait que finalement, on est dans un roman dans lequel on a une enquête qui s'ouvre sur plusieurs enquêtes. Et vraiment, c'est passionnant. Il y a un rythme incroyable parce que Erlendur trouve toujours de nouveaux éléments. Fait que, tu sais, ça donne toujours envie de tourner les pages. Et non seulement ça, mais en plus, le personnage d'Erlendur est un personnage hyper intéressant. On va entre autres nous parler de sa relation avec sa fille dans ce livre. Et donc, moi, ça me donnait qu'une seule envie, c'est de le retrouver dans ses prochains livres. Donc voilà, je l'ai adoré. L'autre roman duquel je vous ai aussi parlé très récemment, L'envers de la peau de Jefferson Tenorio. Alors ici, c'est un roman dans lequel on dénonce beaucoup, dans lequel il y a un message très fort, donc sur le racisme au Brésil, qui est d'ailleurs le pays, c'est un auteur brésilien. Et dans ce roman, on est avec Pedro qui va nous raconter la vie de son père Henrique, mais il va aussi nous raconter la vie de sa mère ainsi qu'un peu de sa propre vie. Et ce sont 3 personnages qui vont faire face justement au racisme de diverses manières. En fait, tu sais, des fois, c'est pas toujours flagrant, tu sais, des fois, c'est subtil, des fois c'est bien insidieux, le racisme, et donc voilà. Et Henrique, justement, le père de Pedro, va être abattu, ça aussi on le sait dès le départ, l'inquiétez-vous pas, va être abattu par un policier, et on comprend que s'il n'avait pas été noir, clairement qu'il n'aurait pas été abattu par ce policier. Fait que voilà, une histoire, je le répète, avec des messages forts qui fait réfléchir. Donc, j'avais adoré ce roman. J'avais trouvé la plume magnifique. C'était... les sujets sont difficiles, mais c'est une belle histoire en même temps. Donc, je vous invite à le découvrir. Ensuite, ça aussi, c'était une découverte de plumes. C'était la première fois, moi, que je lisais David Fenkinos avec Tout le monde aime Clara. Et, my God, que j'ai eu un coup de cœur pour la plume de cet auteur. Tu sais, le genre d'écriture, ça se lit tout seul. T'embarques dans ce roman-là, tu le termines, puis on dirait que t'as pas vu le temps passer tellement, c'est fluide. J'ai vraiment adoré cette lecture. Donc, dans ce roman, il va arriver quelque chose que je ne vous dirai pas avec Clara, qui est la fille de qui donc? Ah, j'ai pas noté les noms. La fille d'un couple. Et on va nous raconter justement un peu l'histoire de ce couple qui va se séparer, mais qui, suite à ce qui est arrivé à Clara, en fait, ça va amener ça va un peu, comment je vous dirais ça? Bouleverser leur vie, évidemment, mais bouleverser aussi leur relation, même s'ils étaient séparés, en tout cas. C'est parce que je veux pas trop vous en dire, je sais que je reste pas mal floue, là, mais bref. Et avec ce roman, on a aussi un autre personnage qui est très important, qui est en fait, c'est l'auteur d'un seul livre. C'est un
un gars qui va animer des ateliers de création littéraire. Et le père de Clara va justement à ces ateliers en question. Donc, on va aussi nous raconter l'histoire de cet auteur qui va avoir des impacts dans la vie de Clara, dans la vie des parents. Mon Dieu que c'était un résumé tout croche! Mais bon, en tout cas, j'espère quand même vous donner envie de le lire parce que moi, j'ai trouvé ça super bon. Donc, voilà, pour Tout le monde aime Clara. Et finalement, dernier roman qui, je trouve, est absolument parfait pour l'automne, parfait pour le mois d'octobre, Carcoma de Leila Martinez. Alors ici, c'est un roman dans lequel on a l'histoire d'une famille sur 4 générations qui nous est racontée en alternance par la grand-mère ainsi que sa petite-fille. Et les 4 générations ont habité dans cette maison qui est quasiment, j'ai envie de vous dire, vivante, qui est quasiment un personnage dans cette histoire, une maison qui réagit aux faits et gestes de ses habitantes. Et oui, on a une histoire de famille, mais tout sauf tendre. Au contraire, on a beaucoup de douleur dans cette histoire de famille, beaucoup de rancœur. Et donc, voilà, ça devient passionnant. Moi, c'est un roman, là, il est assez court, là, je vous dirais que vous pouvez lire ça, là, si vous avez le temps, là, d'un bout à l'autre en une seule journée. Moi, j'avais de la difficulté à le déposer tellement j'ai trouvé ça captivant. Donc, voilà, si vous avez envie d'une petite ambiance plutôt oppressante pour le mois d'octobre, justement, ben, je vous invite à le découvrir. Donc voilà, c'était mes 10 meilleures lectures du dernier trimestre, du 3e trimestre de 2025. J'aimerais bien ça savoir, vous, quelles ont été vos meilleures lectures des 3 derniers mois. Comme toujours, ça m'intéresse énormément de vous lire. D'ailleurs, je vous remercie pour vos commentaires, toujours bienveillants, toujours tellement gentils. Puis j'aime ça aussi quand vous me faites des recommandations, que vous prenez le temps de venir me partager vos derniers coups de cœur. J'aime ça, là, ça n'a même pas de bon sens comme j'aime ça. D'ailleurs, je les note toutes vos recommandations, c'est juste que, ben, je suis bien consciente que j'aurai pas le temps de toutes les lire, mais tu sais, des fois, je tombe sur une de vos recommandations quand je vais à la bibliothèque ou en librairie de livres usagés, puis je suis toujours bien contente de les lire. Donc, voilà, je voulais en profiter pour vous remercier. Moi, je vous reviens, je sais pas si ça va être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, fait que, ben, je vais vous dire à bientôt et merci encore. Donc, bye bye!